va traiter aujourd'hui de ces alliances qui ont pu émerger pendant le confinement. Je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Samuel Grzybowski, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur social depuis 11 ans. J'ai co-créé un mouvement de jeunesse qui s'appelle Coexister, qui est un mouvement d'éducation populaire spécialisé sur l'apprentissage du vivre ensemble, en particulier entre personnes de différentes religions, dans un cadre de laïcité comme celui de la France. J'ai créé une entreprise sociale qui s'appelle Convivencia, qui fait du conseil en management et en gestion de la diversité. On a un baromètre qui est assez connu, qui est le baromètre de l'inclusion, qu'on applique à des petites, moyennes et très grandes entreprises. J'enseigne à Sciences Po l'économie sociale et cette année, j'ai eu l'honneur d'être élu au conseil d'administration du MOVE et c'est à ce titre que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour la coalition Nous sommes demain. On va regarder rapidement la slide suivante qui va nous faire un petit rapide tour d'horizon sur ce qu'il s'est passé en termes de consultation pendant le confinement avant de présenter nos intervenants. Alors au final, je crois qu'on ne va pas mettre celle-ci. On est revenu sur cette idée. Pardon. Il y a eu un changement de slide, donc je m'adresse à la régie. Zut. Le premier qui était avant était bon, puis d'un seul coup, il y en a un autre qui est apparu. Donc si on peut remettre la première slide qui était, c'était parfait. Elle a disparu malgré moi. Donc en attendant qu'on remette les slides, parce qu'il y avait un document en 4 slides qu'on a enlevé, qu'on a remplacé par le 1, et le 1 était bon. Donc je pense que c'est celui-là. Voilà, donc on touche plus, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, quelques consultations auxquelles vous avez peut-être participé. Je vais faire un petit sondage à main levée. Qui, parmi vous, a déjà répondu à une consultation citoyenne en ligne pendant le confinement? Levez la main si vous avez répondu à une consultation citoyenne en ligne. Très bien. Gardez la main levée si vous avez répondu à au moins 2 consultations citoyennes. Gardez la main si vous avez répondu à 4 consultations citoyennes. Bon, ça va. Merci beaucoup. Donc les résultats ne sont pas trop biaisés. Donc là, ils sont par date de sortie des résultats. Nous, les premiers, qui a été mené par Démocratie Ouverte, sorti le 27 avril. Une consultation menée par des députés de différents partis, sortie le 4 mai, qui s'appelle Le jour d'après. Le Monde d'après, sorti le 7 juin. Penser l'après, qui était un séminaire étudiant le 10 mai. Le Shift Project, assez connu, qui est sorti le 10 mai aussi. Vous pouvez prendre des photos de la slide, comme ça vous irez tout revoir. Recovery le 20 mai, c'était mon anniversaire. Enquête Bilandi pour Ma Voix Porte le 24 mai. Une enquête Make.org. Vous connaissez toutes et tous Make.org certainement. Le 25 mai. Un sondage d'Opinionway par le collectif Après Maintenant qui est sorti le 10 juin. Une consultation de Civocratie le 22 juin. Et enfin, la consultation, le plaidoyer de Nous sommes demain qui est sorti le 1er juillet. Alors, on va rentrer plus à même dans cette table ronde. Je vais présenter nos intervenants rapidement en partant du fond, donc à droite pour vous et en revenant vers moi. Donc, Sylvain, tu as reçu un coup de fil au mois de septembre, il y a 1 an, puisque tu étais tiré au sort parmi les 3000 personnes, puis ensuite 150 qui ont été tirées au sort pour faire partie de ces citoyennes et citoyens de la Convention citoyenne pour le climat et tu travailles dans le marketing. Ensuite, à ta droite, je me trompe de sens, donc gauche pour vous, Mathilde Himmer, tu es engagée depuis longtemps sur les questions climatiques et de démocratie, tu fais partie de Démocratie Ouverte, tu étais dans le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, tu fais partie aussi d'un mouvement militant sur Internet, connu pour rassembler beaucoup de youtubeurs et youtubeuses engagées, qui s'appelle On est prêt. Et enfin, Vincent, tout de suite à ma gauche, tu es directeur de Artifarty, qui existe depuis 20 ans, qui est une entreprise culturelle lyonnaise, qui est notamment à l'initiative du festival Nuit Sonore ou du European Lab. Tu as initié juste au début de l'été l'appel des indépendants de la culture, qui rassemble des festivals, des salles de concert, des disquaires et même au-delà du monde de la musique. L'une de tes ambitions est de solidariser le monde de la culture et le monde des médias pour éviter qu'ils se siloisent. Ce sera une des questions de cette table ronde. Est-ce qu'on reste en silo ou est-ce qu'on crée des alliances pour avoir un objectif commun? Et donc j'ai une première question particulièrement destinée pour Mathilde et Vincent, qui sont tous les deux initiateurs et initiatrices de la Convention citoyenne pour le climat et des États généraux pour la culture. États généraux, convention citoyenne, j'ai appris, tu m'as dit qu'en fait la convention citoyenne devait s'appeler l'Assemblée citoyenne. Convention, États généraux, ça ne vous rappelle pas un événement très important de l'histoire de France? Ma question est, quel est le révolutionnaire qui sommeille en vous? Mathilde, je pense que tu peux commencer. Quel révolutionnaire sommeille en toi? Si je dis une révolutionnaire réformiste, je fais une fausse réponse. Non, non, c'est parfait. C'est une révolutionnaire qui a envie de faire en sorte que chacun soit entendu à un moment où on va être face à des défis qui vont
qui vont être dures. Là, il y a une casse sociale qui arrive suite au Covid. Il y a une crise environnementale qui continue. Il y a des discriminations qui continuent. Je pense que la rentrée va être très rude. Il y a un moment, si on n'est pas capable d'avoir une démocratie qui fonctionne et où on n'a pas des gens qui se considèrent délaissés, oubliés de la République, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, comme on le voit, mobilisation après mobilisation et abstention après abstention, on est mal. Donc oui, là-dessus, je suis révolutionnaire et je reviendrai sur pourquoi ces mots-là aussi, ça peut avoir un écho avec l'histoire. Si vous étiez là en début d'après-midi, vous avez entendu Laurence Tubiana nous dire qu'elle n'était pas du genre à appeler à l'urgence. Elle n'a jamais dit c'est maintenant ou jamais. Et pourtant, là, elle nous dit pour le plan de relance, c'est maintenant ou jamais. Donc effectivement, peut-être qu'il y a besoin d'une révolution ou d'une réforme. Et toi, Vincent, quel révolutionnaire sommeille en toi ? D'abord, merci de votre invitation. Je suis ravi de représenter le secteur culturel et artistique dans ce beau forum. Je crois que nous, on a une conception de la culture depuis 20 ans qui est en soi relativement révolutionnaire. On essaye de bousculer les dogmes de la vision des politiques publiques de la culture en France. On est un pays qui a la chance énorme d'avoir une vie culturelle extrêmement intense, des moyens publics pour la culture qui sont extrêmement importants. On partage avec l'ensemble du paysage culturel français l'absolue certitude que la culture est déterminante pour les temps présents et futurs de recomposition démocratique, sociale, environnementale. On a un rôle absolument central à jouer dans l'éducation, mais aussi dans l'économie, dans la transformation des territoires, etc. Mais on est face à une politique publique de la culture qui est extrêmement conservatrice depuis très longtemps. Et c'est ces éléments-là de ce conservatisme des politiques publiques qu'on veut faire bouger aujourd'hui, dans le sens, je crois, qui est partagé par l'immense majorité des gens qui sont là présents. Merci beaucoup. Alors, dans le temps qui nous reste jusqu'à la conclusion de cette journée, un peu avant 20h, à la fin, il y aura une photo à prendre. Donc, on vous demandera de partir et de ne pas vivre l'urgence climatique, mais juste l'urgence de la photo et de la fermeture des lieux. Je préviens un peu pour vous préparer vos esprits, que personne ne pourra dire « on ne m'a pas prévenu ». Donc là, à 20h, il faudra vraiment quitter cette salle. Mais donc, avant ce gong de fin de journée, on va évoquer ces alliances pour le monde d'après à travers 3 moments. Un rapide état des lieux de est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les silos se cassent, donc entre les citoyens et le climat, entre les citoyens et la culture, et j'allais dire l'économie dans tout ça, puisque c'est quand même les universités d'été de l'économie de demain. Donc ça fait 3 silos, 4 silos à casser, culture, économie, climat et citoyenneté, donc l'engagement de toutes et tous. On va essayer de regarder quel est le problème aujourd'hui à résoudre, et puis enfin, on vous demandera quels sont vos deadlines pour 2020, 2022, 2030, chacun choisira la sienne. Donc je commence par l'état des lieux, peut-être avec toi Mathilde, quel état des lieux tu fais aujourd'hui de l'engagement des citoyens sur le sujet que tu as porté avec la Convention qu'est le climat, mais aussi peut-être quel regard tu portes sur l'économie. Ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses sociales et écologiques. Est-ce que les citoyens se sentent concernés par ces sujets et comment les impliquer ? Tout d'abord, si on a lancé la Convention citoyenne pour le climat, il y a 2 raisons principales. La première, pour faire le lien avec ce que disait Laurence Tubiana aussi ce matin, c'est que pendant la COP21, où je travaillais avec elle, on entendait beaucoup de chefs d'État qui nous disaient, à la table des négociations, je ne peux pas aller plus loin dans les négociations au niveau international parce que ma population, au niveau national, elle n'est pas prête. Donc l'idée numéro 1 de la Convention, c'était de dire, démontrons que si on a une assemblée citoyenne représentative de la population, on montre que les Français, quand on leur donne un bon espace de délibération et des bonnes informations, ils sont prêts à aller beaucoup plus loin. Mais il y a certaines conditions. Et c'est ça qu'a prouvé la Convention. Quand on voit les 149 mesures que vous avez finalement votées et proposées, elles sont considérées, elles vont beaucoup plus loin que ce que fait le gouvernement actuel, ce qu'ont fait les gouvernements précédents. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est né d'un mouvement, qui est le mouvement des Gilets jaunes, où avec Démocratie ouverte, on est beaucoup allé, qu'on soit pour ou contre le mouvement, écouter ce qu'avaient à dire ces personnes qui se mobilisaient sur les ronds-points semaine après semaine. Et on a entendu, et en tant que militante écolo, j'ai beaucoup entendu des femmes notamment dire « moi j'ai envie d'être écolo, mais en fait je peux pas, j'en ai pas les moyens, j'ai 3 gamins, je fais comment pour les nourrir si je vais pas chez Lidl acheter des trucs dégueulasses ?» Et donc c'est aussi comment réconcilier écologie et sociale qu'on a voulu à travers cette convention. Donc démontrer que en fait on fera pas de transition écologique sans démocratie, qu'on peut faire confiance aux citoyens. Et sur la question de l'économie, elle était partout dans la convention.
elle est partout après la Convention. Et sur les alliances, pour te répondre clairement, moi, ce que je lis entre les lignes de ce que font les 150, je te laisserai peut-être en dire un mot, Sylvain, c'est créer des nouvelles alliances. C'est un peu une stratégie du débordement. On voit des acteurs locaux, des entreprises, des infirmières, des acteurs au niveau de la région, des acteurs de tout type différents soutenir les propositions de la Convention. Et donc, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des coalitions multi-acteurs très différentes qui se créent, qui sont beaucoup plus solides qu'avant, on était en silo, mais ça crée des schismes au sein même d'une typologie d'acteurs. Dans les acteurs économiques, on l'a vu pendant le Covid, il y avait un schisme entre ceux qui demandaient, plutôt ceux qui se rassemblaient hier et avant-hier, et qui demandaient des moratoires sur les politiques publiques environnementales, et ceux qui demandaient au contraire, y compris dans le CAC 40 pour certains, une accélération de la transition écologique. Ce schisme que vous avez vu dans le milieu économique et que vous avez vécu de votre côté, je le trouverai dans beaucoup d'endroits. Et donc, c'est des nouvelles coalitions avec des acteurs différents, des attelages différents, mais où on peut aller, je pense, dans des nouveaux types de valeurs. Donc, j'ai pas mal d'espoir. Sylvain, j'ai une micro-question pour toi, avant une plus précise. Avant d'être tiré au sort pour la Convention citoyenne, est-ce que tu avais déjà milité pour le climat, fait une marche ou quelque chose comme ça? Non, alors, juste pour revenir sur le tirage au sort, c'est pas 3000 personnes, c'est 300 000. Ah, 300 000. C'est un peu plus Le d'allure. premier tour, 300 000, et au final, 150. Premier tour, et après, c'est panélisé, donc pour être représentatif de la population. Et avec toutes les catégories sociales, avec tous les niveaux d'études, la provenance, l'âge, etc. Sur le militantisme, même encore maintenant, on n'a pas la prétention, justement, souvent on dit qu'on n'est pas militant, et pourtant on en connaît plein, et c'est peut-être ça aussi qui fait, quand on parlait tout à l'heure de silo, moi ce qui m'a étonné à la Convention, justement, c'est typiquement d'avoir une espèce de réunion de cousins de province, quoi, qui se retrouvent de la grand-mère jusqu'aux militants, jusqu'aux chefs d'entreprise, jusqu'aux chauffeurs de bus, jusqu'aux jeunes cadres chauves parisiens, etc., qui arrivent à se parler, se mettre d'accord. C'est pas qu'une image d'Épinal de bienveillance, etc. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et avec alors sous le prisme de l'intelligence collective qui a fait son œuvre, et arriver à des discussions de haute volée, et quelque chose de très ambitieux. Alors je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais peut-être parce qu'on n'avait pas un enjeu politique, et justement la participation citoyenne, à mon avis, fait exploser en partie, le silo de ce que la politique pouvait brider dans un sens. C'est que nous, on n'a pas d'enjeu finalement personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup ressenti, et on nous permet d'être en roue libre d'une certaine manière. Et c'est ça que j'aimerais comprendre, justement, parce que tu dis que tu n'étais pas spécialement militant, la plupart des membres tirés au sort non plus. Comment tu as vécu, toi, de travailler avec 149 autres citoyennes et citoyens, cette année, en gros, de préparation? Est-ce que, franchement, c'est un peu entre les deux, ou est-ce que c'est d'un côté ou de l'autre? Est-ce que ça a été un cauchemar ou un rêve de vivre un tel panel? Parce que votre panélisation sur ces critères, âge, sexe, département, diplôme, etc., on pourrait imaginer que c'est une forme d'utopie de la diversité avec des gens extrêmement différents, mais ça pourrait aussi être un cauchemar parce que personne ne se ressemble. Comment toi tu l'as vécu, le fait de concerner 150 personnes si différentes autour d'un seul sujet qui était le climat? Tout l'intérêt, en ce qui me concerne, chez moi, dans ma famille, c'est ma femme qui aurait dû être tirée au sort parce qu'elle m'oblige à mettre des lois de lavage dans mes poches, de me brosser les dents avec des trucs recyclables, etc. Donc moi, j'étais le vilain petit canard, et c'est moi qui suis tiré au sort. Donc j'ai une espèce de légitimité qui me tombe dessus. Et tous les 150 qui sont là, finalement, les travaux qu'ils ont faits et qui sont arrivés à mener font mentir beaucoup de théories obscurantistes sur les gens et la différence, puisqu'ils sont arrivés à se réunir. Et c'est un peu tarte à la crème, mais il y a eu certaines rencontres des dernières sessions. C'était presque un peu comme un mariage, une famille qui se rejoint pour une cérémonie de mariage, et tiens, machin est venu, etc. Et qui sont par contre sur des sujets méga ambitieux. Quand un jour on parle de réformer l'article 1 de la Constitution, et qu'à la pause, il y a une grand-mère de 80 ans qui parle de tarte aux pommes avec sa voisine, c'est ça qui est super intéressant. Et les 150, Mathilde, je pense peut-être que tu l'as vécu comme ça, c'est ça qui était touchant et super ambitieux, et qui donne un résultat qui est à voir en tout cas. Et le point commun, c'est qu'une famille, on ne se choisit pas. Donc, comme cette convention, finalement, vous avez vécu cette expérience avec le sang en commun au moins, quoi. Merci beaucoup pour ce retour. On va continuer à parler de la convention. On va glisser vers le sujet de la culture et des entreprises culturelles. Toi, Vincent, comment est-ce que tu sens les citoyens concernés par comment est-ce que l'économie culturelle a un impact social et écologique positif ou négatif? Comment on les conscientise à ça?
Je crois, oui, que les citoyens français et européens sont extrêmement attentifs à la vie culturelle de leur pays. Et de plus en plus, je crois, particulièrement dans les jeunes générations, sont attentifs à ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière un rideau de scène, qu'est-ce qu'il y a derrière le prix d'un ticket de spectacle, quelle est l'économie du secteur de la culture, quelle est la responsabilité qui va avec. Donc évidemment, il y a ça. Et puis on est, j'allais dire, par nature, des acteurs de médiation, puisque à la différence d'un certain nombre d'entrepreneurs, beaucoup d'acteurs culturels sont des entrepreneurs, nous on a le public en face-to-face, en front-line tout le temps. C'est-à-dire qu'on a les gens dans les festivals, dans les concerts, dans les salles de spectacle, mais aussi les éditeurs ont leurs lecteurs, les médias ont leurs lecteurs, etc. Donc on est en face du public et on a une responsabilité et un dialogue qui est constant. Donc ça veut dire qu'on est interpellé aussi constamment, parce que le secteur culturel, c'est aussi un ring politique. Moi, j'aime le dire, même par rapport à la salle de concert ou au dance floor, j'aime considérer cet endroit comme un ring politique, parce qu'aujourd'hui, c'est un ring où se télescopent beaucoup d'enjeux sociaux et sociétaux. La question de l'égalité femmes-hommes, par exemple, la question de la diversité, la question du pluralisme dans les médias, l'ensemble des questions démocratiques, elles traversent tout le secteur culturel, à travers la création, mais aussi à travers la façon de vivre la culture ensemble. Et pour ça, le secteur culturel, aujourd'hui, il n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a une partie du secteur culturel institutionnel qui a eu une sorte de tradition de fonctionner plutôt en silo, en effet, et plutôt en univers clos. On a souvent stigmatisé l'entre-soi du secteur culturel, son côté parisien, le déni de la province, etc., etc. Aujourd'hui, tous les porteurs de projets culturels, et ceux en particulier qu'on a l'ambition d'essayer de fédérer et de réunir dans le cadre de l'appel des indépendants et donc des états généraux des acteurs culturels et médias indépendants, ceux-là, à l'inverse, ils sont naturellement, j'allais dire, depuis la naissance des projets, habitués à travailler de façon totalement décloisonnée. Le secteur culturel, aujourd'hui, il est bien entendu tourné vers les questions économiques, ne serait-ce que pour des raisons de financement et de possibilité de monter des projets. Il existe aujourd'hui des incubateurs d'entreprises culturelles, de médias. Il existe, même dans les incubateurs ou les accélérateurs plus traditionnels, il y a beaucoup de structures qui travaillent, par exemple, dans le secteur de la musique. C'est un secteur qui est très lié à la question de l'innovation tech, etc. Mais c'est aussi un secteur qui est totalement en dialogue avec les collectivités, avec les territoires, avec les questions d'attractivité, par exemple, de développement des territoires, et pas seulement dans les grandes métropoles, aussi dans le monde rural, aussi dans les petites villes. C'est évidemment un secteur qui a aussi été, j'allais dire, nécessairement interpellé sur la question environnementale depuis très longtemps et qui a été pionnier sur un certain nombre de sujets, parfois avec un peu de greenwashing, il faut le reconnaître, mais parfois aussi avec beaucoup de conviction. Donc voilà, je veux citer juste ces quelques exemples. Je pourrais citer aussi celui de l'éducation. Je pourrais même citer celui de la santé et de l'alimentation. Comment est-ce qu'on fait manger le public sur un festival, dans une salle de concert? Aujourd'hui, la question, par exemple, des partenariats sur la question de l'alimentation, ou même de la boisson dans un festival ou dans un concert, est une question qui préoccupe l'ensemble des salariés, des gens qui portent des projets culturels. Alors quand on regarde de plus près, le citoyen ou la citoyenne, dans l'économie, il a 4 grands leviers de s'impliquer, d'exercer un pouvoir, d'exercer sa participation à la démocratie. Le premier, c'est en tant que consommateur ou consommateur. Le deuxième, c'est en tant que créateur, créatrice de valeur, en créant une entreprise ou en faisant de l'entrepreneuriat. Le troisième, c'est par l'épargne. Comment est-ce que j'épargne, où est-ce que j'épargne, avec qui j'épargne. Et le quatrième, c'est dans son travail, sa carrière. Comment est-ce qu'une carrière a de l'impact ou n'en a pas. Sur ces 4 grands rôles du citoyen, c'est difficile de parler du citoyen comme une espèce de prototype invisible parce que chaque personne est unique, mais dans son ensemble, en tant que consommateur, créateur, épargnant et salarié, sur les sujets du climat et de la culture, aujourd'hui, quel est le problème à résoudre? Comment est-ce qu'on fait que le citoyen engage son pouvoir, sa puissance en permanence pour rendre sa vie, sa consommation culturelle, son rapport à l'environnement positif? Nous, on se pose une question au Move, et je vous demandais si est-ce que c'est insuffisant ou suffisant pour vous, au Move et à Nous sommes demain. Est-ce qu'un moyen de résoudre le problème de l'Alliance, ce serait d'imposer ou de créer davantage de transparence? Transparence chez les entreprises en général, transparence dans les entreprises culturelles. Si elles connaissaient par exemple le résultat de l'Impact Score, est-ce que pour vous, ce serait un moyen de permettre aux citoyens vraiment d'engager leur pouvoir économique dans la culture et au service du climat? Tu veux commencer? Vas-y. Oui, j'allais dire, bien entendu, oui, ça me paraît absolument essentiel. D'autant plus que, pour le coup, la façon dont fonctionne le secteur culturel n'est pas une évidence. Et nous, par exemple, dans les états généraux qu'on a donc débutés en juin dernier et qui vont avoir une première étape importante à Lyon en octobre, un des 6 grands thèmes qu'on a retenus pour nous-mêmes,
c'est la question de la médiation et de la pédagogie de ce qu'on fait. Et donc, évidemment, de la question de la transparence. Parce que on considère qu'aujourd'hui, si on veut associer les citoyens et donc les publics, hein, parce qu'encore une fois, nous, il y a presque un statut que tu pourrais rajouter dans ta liste de 4, c'est alors qui va un peu vers la logique consommateur, mais c'est le public, quoi. Je préfère celui du spectateur à celui du consommateur, ou en tout cas du lecteur, ou voilà. Mais en tout cas, lui, cette personne-là, il est évident que son niveau de connaissance aujourd'hui des enjeux économiques, stratégiques, structurels, de comment fonctionne la vie culturelle de son pays, de sa région, de sa ville ou de l'Europe, malheureusement, il la connaît très peu. Et aussi parce que c'est relativement touffu. Mais par exemple, prenons un seul exemple. Derrière l'objet festival, par exemple, il peut y avoir, et c'est souvent la même chose dans les techs aussi ou dans d'autres secteurs, mais il peut y avoir un festival entièrement subventionné par l'État, à 80 ou 90%, un festival d'art lyrique par exemple, ou un festival de théâtre. Il peut y avoir un festival qui appartient à un grand groupe, qui va appartenir par exemple à Live Nation, qui va par exemple au tout début de la crise du Covid est recapitalisé par des fonds qataris, etc. Est-ce que le citoyen doit savoir ça ? Et comment nous, citoyens, on peut savoir ça justement ? C'est une partie du travail qu'on doit mener, bien sûr, collectivement. Et puis il va y avoir un festival indépendant qui va avoir 10-15% de financement public, peut-être 5-6% de financement privé, de sponsors, de mécènes, etc. Et puis derrière ça, le citoyen va devoir répondre à une question. Il ne veut pas, par exemple, le jeune citoyen, ce qu'on peut parfaitement comprendre, ne veut pas de sponsor, très bien. Ça aura un impact sur le prix du billet ou sur l'hypothèse de la gratuité. C'est ça. Il faut plus d'argent public, ok, mais comment est-ce qu'on répartit l'argent public ? Quelles sont les priorités d'une politique culturelle ? C'est aussi un sujet. Voilà. Est-ce que par rapport à ces problématiques que tu poses très bien, tu pourrais nous donner quelques éléments de réponse ? Par exemple, en tant que consommateur, ici, en tant que citoyen, comment est-ce que... On a commencé la journée en parlant d'urgence avec Aurélien Barraud et Laurence Tubiana. Pour toi, dans cette urgence, qu'est-ce qu'on doit avoir à l'esprit quand on consomme culturel ? Des livres, des médias, des festivals, des concerts ? Quelle grille de lecture consciente on doit appliquer pour avoir le plus d'impact positif, d'après toi, en 2-3 conseils ? Moi, c'est très difficile cette question, bien sûr, mais j'en vois une qui, pour moi, est absolument essentielle, et dans le domaine de la culture et dans le domaine des médias, c'est le sujet de l'indépendance. Je crois que les acteurs culturels et les médias aujourd'hui doivent être indépendants des forces économiques et de la force publique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas avec les uns et avec les autres, ça veut dire qu'ils doivent en être indépendants sur le plan de leur ligne éditoriale, de leur direction artistique, de leur contenu, de leur liberté de programmer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, y compris même d'ailleurs, et parfois je suis un peu interpellé sur ce point-là, mais je pense aussi que les médias et les acteurs culturels doivent être indépendants de leurs lecteurs et de leur public. Par exemple, un truc qui ne nous viendrait pas... encore une fois, il peut y avoir par exemple des associations de lecteurs qui sont extrêmement importantes dans les médias, il peut y avoir des associations de spectateurs qui peuvent être très importantes, mais je parle en termes de programmation. Une chose qui ne me viendrait pas à l'idée par exemple, ce serait de faire un référendum pour savoir ce que le public veut voir dans un festival. Je crois que c'est une limite à ne pas franchir. Un festival comme un média a une ligne éditoriale, il propose une vision, il y a de la diversité, il y a beaucoup de médias, beaucoup de festivals. Chaque citoyen peut choisir celui qui lui ressemble le plus, celui auquel il veut adhérer ou pas adhérer. Mais je crois qu'un lieu culturel, un festival, un média doit être avant tout indépendant. Donc on a retenu la leçon, nous sommes demain, c'est celles et ceux qui sont encore dans la pièce. Si on devait rajouter une grille de l'impact score pour les entreprises culturelles, c'est la question de l'indépendance. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau des médias, ça nous laisse beaucoup de choix. On va lire beaucoup de presse. Oui, mais si tu me permets, ça peut être génial. Si tu me permets encore un mot, c'est la raison pour laquelle on a solidarisé les acteurs culturels et les médias dans l'appel des indépendants et dans les états généraux. C'est parce qu'on considère aujourd'hui que la question de la diversité culturelle et la question du pluralisme médiatique sont totalement chevillées. L'une n'est pas traitable sans l'autre. Bien sûr. Du coup, je vais faire glisser la question vers vous, de la Convention citoyenne et puis aussi un peu démocratie ouverte, Mathilde. Comment est-ce que les citoyens engagent leurs responsabilités ? Comment est-ce qu'en étant un acteur de l'économie, on participe du pouvoir et de la démocratie ? Tu veux commencer, Sylvain ? Vas-y. Sur la question donc, de la transparence, on va revenir après, mais moi, dans les freins principaux que je vois, en l'occurrence, enfin, en tout cas, nous, on a été vraiment figés à un moment de la première session. On a beaucoup dit qu'on avait pris une claque, et par rapport à le principe d'éducation et de formation, nous, on l'a reçu dans les sessions suivantes. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qu'on a intégré, nous, dans les mesures qu'on a. On a énormément de mesures de pédagogie, et on est persuadé que le levier donc des enfants et de l'éducation pour les années à venir est un des principaux leviers. Donc nous, on a eu une formation accélérée en une session et qui nous a mis vraiment une claque. Et ensuite, on a pu avoir
des intervenants, 140 intervenants qui sont venus nous former, nous dire des choses particulièrement intéressantes. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir cette formation de haute volée pour l'ensemble de la population? Je ne pense pas que ce soit vraiment réalisable, mais en tout cas, moi je pense que l'éducation et la pédagogie, c'est vraiment un des leviers principaux pour que les gens changent sur les thématiques. Alors, très clair, du coup je me permets une petite publicité pour un atelier demain à 14h sur la transition de l'enseignement supérieur que j'aurai aussi la joie d'animer. Et peut-être qu'on va pouvoir traiter de cette question de comment est-ce que dans l'enseignement supérieur, tout de suite, on forme, on conscientise, on crée cette claque que vous avez vécue pour permettre ensuite des choix conscients. Mais ça, c'est misé sur du plus long terme. Donc nous, en l'occurrence, notre mandat il était de comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Donc on est dans quelque chose d'un peu plus urgent, on va dire. Enfin, en tout cas, les réponses ont été proposées en juin. Et sur l'aspect clairement de transparence qui était évoqué, nous, on a eu certains sujets, à mon avis, qui peuvent être des leviers aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs, que pour les différents acteurs, et que ça entraîne tout le monde dans quelque chose, comme on a voulu, une mesure comme quelque chose de systémique et qui entraîne, avec toutes les mesures qu'on peut avoir, quasiment la société. C'est qu'en proposant comme un CO2 score sur les différents produits, en demandant que ce soit imposé par la loi, les produits manufacturés, les entreprises, etc., on puisse avoir cette transparence qui rende le consommateur informé, non pas simplement avec un bandeau de pas trop consommer, comme on va le proposer aussi, en régulant la publicité et en interdisant certains espaces publicitaires pour des produits hautement carbonés. On n'est pas dans de la transparence, mais on est dans quelque chose de plus coercitif, mais ça avance dans ce sens-là. Et moi, j'ai pas mal travaillé sur le bilan carbone des entreprises, qui est aujourd'hui un sujet qui est le BGS, qui est quelque chose qui se fait tous les 4 ans et qui est un peu mis de côté. Et je suis à peu près persuadé que ça peut avoir une grande valeur, aussi bien pour les entreprises que les collectivités locales, que le secteur bancaire et financier. On propose d'ouvrir le bilan carbone à ces secteurs-là pour démontrer aussi bien derrière aux consommateurs qu'aux investisseurs que telle boîte va être vertueuse ou pas. Et là, cette notion de transparence, elle prend toute sa valeur, puisque derrière, on peut y mettre des chiffres, on peut y mettre de l'investissement. Donc je pense que ça intéresse pas mal de gens. Alors Mathilde, toi qui cours sur tous les fronts, tu vis 3 années en une facilement, ou 3 jours dans une seule journée, facilement aussi. Dans tous ces secteurs que tu as la chance de côtoyer et de visiter, on constate souvent, tu l'as souvent dit, que c'est très siloisé. Comment on fait péter tout ça pour avoir des lieux d'impact? Est-ce qu'on prend les sujets un par un pour que par force on arrive à avoir des victoires les unes après les autres? Ou est-ce que non, il faut tout traiter en même temps et donc il faut engager les citoyens sur tous ces sujets? Comment on résout ce problème, quoi? Je sais pas si j'ai la réponse. Ah, le micro est éteint. Est-ce qu'il c'est en bas peut-être? Tiens. Pas très Covid. Je sais pas si j'ai la réponse. Si je suis sur tous les fronts, c'est aussi que j'ai plein de questions et que justement j'essaye d'écouter et d'apprendre en fait. Et je pense que ça commence par ça. C'est-à-dire que trop souvent, j'ai l'impression que le politique a cette tendance encore aujourd'hui de faire ce qu'il pense être juste pour la société et en fait à côté de la plaque. Parce que la société a évolué et que notre modèle démocratique n'est pas à jour. Je prends un exemple, un chiffre qui, moi, me choque terriblement. Il y a un ouvrier à l'Assemblée nationale. C'est 20% de la population française. Comment vous voulez que ça fonctionne derrière en termes de loi pour que une taxe carbone ne pèse pas 3 à 4 fois plus sur les classes populaires que sur les classes les plus importantes? Donc, sur ta question, je pense qu'il y a un enjeu de comment est-ce qu'on écoute, et ça ne veut pas dire que notre démocratie est achetée, que tous nos élus sont pourris, je suis loin de tenir ce discours, mais ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire. Et que le tirage au sort, la Convention a montré que ça fonctionnait, c'est une des mises à jour à faire, il y en a d'autres qui permettent d'avoir le pouls de la société de manière plus juste. La deuxième chose, et pardon, je vais être un peu cash et grossière, mais c'est d'arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais vraiment, arrêter un truc où on vient consulter les gens sans leur avoir donné les éléments de réflexion, puis on les consulte soit par les élections tous les 5 ans, soit par des sondages, et souvent, même moi, quand je réponds, je trouve ça hyper frustrant, parce qu'en fait, je sais très bien qu'il y a des sujets où j'y connais rien, et donc il y a comment est-ce que, pareil, on permet l'intelligence collective d'émerger à l'échelle de la société. Ça paraît un immense défi, on a des outils aujourd'hui. Il y a plein d'exemples internationaux, la Convention, c'est pas né de notre esprit, on a copié-collé, on a adapté quand même au système français, un exemple qui venait d'Irlande qui a permis de légaliser l'avortement dans un pays catholique où c'était compliqué.
Et quand je dis arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est aussi par rapport à ce que tu disais, Sylvain, sur ce premier week-end de la convention où vous êtes pris cette claque, cette baffe, cet électrochoc. C'est quoi en fait cette claque? C'est que les 2/3, voire les 3/4 de ces 150 citoyens tirés au sort sont venus nous voir suite à la présentation de Valérie Masson-Delmotte du GIEC, qui disait ce que les scientifiques du monde entier disent sur là où en est le climat. Et le choc, ça a été de comprendre l'urgence, c'est-à-dire que beaucoup considéraient que c'était pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, le niveau d'impact, y compris en France, et à quel point ça allait changer nos modes de vie. À quel point, en fait, c'était pas juste trier ses déchets, mais que c'était un changement beaucoup plus global de, en tant qu'épargnant, de choisir une banque beaucoup plus éthique que celle que je peux avoir aujourd'hui, en tant qu'électeur, de peut-être penser à son vote d'une autre manière, en tant que consommateur, essayer de regarder le carbon score demain que la Convention a imaginé ou l'impact score que vous êtes en train de designer. Donc ça, je pense que c'est crucial. Et pour moi, il y a 3 autres leviers. Je vais aller vite parce que je vois le temps qui passe, mais il y a celui de la responsabilité partagée. Sur la question climat, il y a une étude que j'aime beaucoup, que je vous invite à regarder et que vous avez vu aussi, je crois que c'est le premier ou deuxième week-end, de Carbone 4, qui montre la répartition de l'effort entre citoyens, entreprises et États. Si tous, on était exemplaires à l'échelle individuelle, on ferait 25% du chemin qu'il faut pour rester dans un monde vivable en termes de changement climatique. C'est-à-dire que les 75 autres %, c'est de l'ordre de l'entreprise et du politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce que les 25% ils sont importants, mais ça veut dire qu'il y a une répartition de l'effort, et ça on l'a beaucoup entendu aussi dans la Convention, c'est nous on est prêt à y aller, on est prêt à faire beaucoup plus, à changer nos modes de vie, mais à condition que les gros aussi ils bougent. Et donc c'est pour ça que je pense que vraiment les acteurs économiques ont un rôle clé à jouer. Troisième chose, c'est avoir des alternatives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand vous regardez les propositions de la Convention, c'est une des critiques qui est faite par certains acteurs. Certains disent qu'il y a beaucoup d'interdire, de contraintes, etc. Pour les avoir observés, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'ils ont pu, ils sont restés au niveau de l'incitation. S'ils sont passés à l'obligation et à la contrainte, c'est que l'obligation et la contrainte, c'est que l'incitation ne fonctionnait pas. Et à chaque fois qu'il y a de l'obligation ou de la contrainte, à chaque fois, il y a une pensée sur est-ce qu'il y a une alternative pour tout le monde? C'est-à-dire de ne pas contraindre et en contraignant de piéger les gens. Si je reprends l'exemple des Gilets jaunes, comme ceux qui ont dit se sentir piégés d'une taxe carbone qui les obligeait à payer plus pour leur carburant, qui leur permettait d'aller au boulot ou de faire leurs courses, et sans avoir d'alternative de train ou de covoiturage qui était développée par ailleurs. Et le dernier, et ça c'est important, et c'est en lien avec la réponse sur la 5G qu'on a entendue tout à l'heure du ministre, c'est quel narratif et dans quel monde on veut vivre. Aujourd'hui, on a un gros boulot à faire, où qu'on soit, pour tous ceux qui croient à la transition écologique et solidaire, sur c'est quoi la promesse qu'on offre, et pas que aux classes aisées qui sont déjà écolos, les fameux bobos, et je rentre dedans. Et pour le moment, on n'a pas donné une réponse claire, notamment aux classes populaires et aux personnes les plus démunies. Donc je crois qu'il y a un enjeu de narratif de quel monde on veut vivre. Sur la 5G, typiquement, ce que j'ai beaucoup entendu dans la Convention et ce que je partage à titre personnel, c'est que j'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel, je sais plus ce que disait le monsieur le ministre, mais pour une agriculture, il faut un drone, un tracteur, un épandeur pour avoir la bonne dose de pesticides fournis grâce à la 5G et une énergie qui est plus chère dans l'avenir. J'ai plutôt envie de me dire, tous ceux qui sont en zone rurale ont un potager et ceux qui font l'agriculture sont en permaculture, sont mieux rémunérés parce qu'aujourd'hui c'est un scandaleux la rémunération des producteurs. Donc c'est aussi voilà, ce narratif, cet imaginaire et quelle promesse, pour moi, il manque. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Mathilde. Pas de problème, il nous reste 10 minutes pour ce troisième tour. Alors le troisième tour que je voulais vous poser, c'est quels sont vos deadlines, là, vos impératifs mutuels à tous les trois. Mardi, c'est la rentrée. Votre année 2021, c'est quoi votre priorité 2021? Et puis ensuite, comme Laurence, encore une fois, a commencé la journée en disant le plan de relance, c'est maintenant ou jamais. Votre maintenant ou jamais, il est quand, vous? Il est cette année? C'est 2022? Faire gagner vos opinions à la présidentielle? C'est les objectifs du développement durable 2030 qui sont aussi critiqués parce que pas citoyens, vachement plus étatiques. C'est quand votre deadline et qu'est-ce que vous allez faire cette année? Malheureusement, pour ce qui concerne le secteur culturel indépendant, il est dans une urgence totale, puisqu'il c'est un secteur qui était déjà extrêmement fragile avant la crise Covid et qui l'est d'autant plus, et où on va voir dès la rentrée un très grand nombre de structures disparaître.
malheureusement, et donc des emplois qui seront aussi sacrifiés et des territoires qui seront dépourvus de ces équipes et de ces projets culturels, y compris dans des territoires eux aussi fragiles. Donc ça veut dire que le combat dans les temps à venir, je pense que les structures ont entre 0 et 18 mois de temps de survie. Donc ça va être d'essayer de trouver des solutions. Et vous, États généraux, vous allez produire un livre blanc, c'est ça? Oui, notamment. Et dans l'enjeu de l'appel des indépendants et des États généraux, on a considéré trois grandes priorités. Il y en a une qui est la médiation sur ce qu'on fait, donc je ne reviens pas dessus parce qu'on l'a dit tout à l'heure, et ça va avec la transparence, c'est dire qui nous sommes et dire ce que nous faisons davantage, et dire comment est composé le paysage culturel. Deuxièmement, c'est de relier les initiatives, de relier les acteurs et de consolider les réseaux, et donc ça répond, je crois, parfaitement aussi à la question du jour. On a un besoin de solidarité qui s'est exprimé très, très fortement à l'intérieur du secteur, et énormément de gens qui se parlaient peu ou ne se connaissaient peu, etc. Aujourd'hui, ont relié énormément de choses, donc ça c'est un point extrêmement important. Le troisième, qui est peut-être le plus important de tous, c'est l'outillage. Donc ça rebondit un peu sur ce que Mathilde disait à l'instant. C'est que je crois que ce secteur-là, pour qu'il sauve sa peau, il va devoir s'outiller davantage. Et s'outiller sur le plan juridique, sur le plan de la gouvernance, sur le plan stratégique, financier, etc. Je donne deux exemples. Le secteur et le public, en fait, du coup. Bien sûr, mais là, en l'occurrence, le secteur. Mais le secteur sur énormément de sujets, parce que c'est un secteur fragile, souvent porté par des gens autodidactes, passionnés, pas forcément qui sont passés par des formations de master, de management culturel, etc. Enfin, c'est un paysage qui est très, très, très atomisé, très complexe. Deux exemples sur l'outillage. Un, on parlait tout à l'heure des marques, par exemple, et des sponsors, et du caractère parfois un peu épidermique de la réaction du public par rapport à ces sujets, et souvent légitime. Le secteur culturel, avec toute la bonne volonté du monde, n'est pas du tout outillé pour savoir aujourd'hui quel est le bilan carbone de tel ou tel sponsor, de telle ou telle entreprise, quelle est l'éthique, comment sont fabriqués les produits qui sont vendus. Pas d'outillage. Ça rejoint la question de l'alliance, parce qu'il faut solidariser le monde culturel avec le monde associatif qui, dans un certain nombre de cas, peut être plus en capacité précisément de donner ces outils, d'apporter des réponses, etc., etc. Donc c'est là où il y a une transversalité qui est déterminante. Un deuxième exemple. Nous, on a une grosse partie de notre travail qui est sur le débat public, sur l'organisation du débat interne et externe au secteur culturel au niveau européen, etc. On a besoin de l'université. On a besoin des labos de recherche, on a besoin des gens qui travaillent au quotidien sur des sujets pour nous épauler, pour étayer les propositions, étayer les réflexions, etc. On a signé l'an passé une convention avec Sciences Po, par exemple, qui est très importante pour nous et qui avait énormément de sens. On s'est rapproché cette année de l'école urbaine de Lyon, qui est une école qui travaille sur l'Anthropocène, qui est dirigée par un géographe qui s'appelle Michel Dussault, qui est très engagé sur un certain nombre de batailles. Et on a décidé de franchir un pas cette année en les accueillant dans nos bureaux. Donc on va mélanger les équipes des projets culturels, celles qui travaillent sur les questions du débat public, avec les équipes de l'université. Désiloisé encore une fois, quoi. Oui, mais là de façon très très concrète. Très concrète, ouais. On a un lieu culturel commun dans un bâtiment qui s'appelle Hôtel 71 à Lyon, et on va partager notre lieu avec eux pour qu'ils puissent faire leurs conférences, leurs rencontres, etc. au quotidien chez nous. Et c'est un point, par exemple, très important. Mais donc, l'outillage. On pourrait partager nos locaux tous ensemble et faire le fameux Station E dont tout le monde parle depuis 2 ans. Ça va dans ce sens-là. Sylvain, c'est quoi ta priorité cette année et comment on concrétise l'urgence citoyenne? L'année dernière, on n'avait pas un calendrier qui s'est rempli d'un seul coup avec tout ce qui s'est passé pour nous cette année, mais en tout cas, le plan de relance de la semaine prochaine, c'est une première marche qui va donner un bon signal de où en sont... Enfin, est-ce que nos mesures sont intégrées dedans, jusqu'à quel niveau, et est-ce que c'est un peu à l'envers, ou est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas? Et si c'est pas le cas, tu fais quoi, toi? Bon, on ne veut pas dévoiler nos cartes maintenant, mais enfin, je fais quoi, moi? Enfin, on est 150 à décider qu'on... 150, Vous avez une asso maintenant à 150. Elle s'appelle les 150, on est 130 à peu près, et on suit, il y a un site d'ailleurs qui s'appelle Sans Filtre, qui est un site qui est vachement bien fait, qui permet de suivre les mesures et leur avancée, celles qui sont en balancement, celles qui sont risquées ou pas. Donc là, s'il annonce des choses qui ne correspondent pas, enfin qui n'intègrent pas, oui, vous allez réagir. Ah oui, évidemment, et en publiant un communiqué, etc. Donc il y a le plan de relance, il y a le projet de loi qu'on rédige avec le gouvernement, il y a, et puis le référendum qui a été souhaité pour la modification de l'article 1, c'est un peu le chapeau qui serait
une grande marche pour la suite. Et puis, au final, c'est quand même en 2030, on verra si on est arrivé à peu près au chiffre des 40% on avait proposé de travailler et de réussir à atteindre. Merci beaucoup. Mathilde, le mot de la fin, ta priorité, comment on gère les urgences? Pour répondre à la question de la deadline, moi, ma deadline est déjà d'une certaine manière passée, dans le sens où la deadline que je m'étais fixée avec moi-même, si je suis honnête et que je ne change pas, c'était le moment où le permafrost dégèle et où des doses de méthane énormes vont dans l'atmosphère, parce que c'est potentiellement une des premières boucles de rétroaction qui s'enclenche sur la question climatique. Ce qui veut dire, en gros, c'est vraiment la merde, parce que ça commence à être hors de contrôle. Et là, ça y est, cet été, il s'est passé quelque chose. Oui, à partir de cet été, j'ai vu dans certains médias, et ça c'est flippant, parce que le méthane, ça a un impact sur le changement climatique beaucoup plus fort que le CO2 dont on parle souvent, parce que c'est celui qu'on dégage le plus. Donc il y a une deadline déjà, c'est hier, quoi. C'est hier, mais parce que j'explique pourquoi hier, c'est que pour moi, il y a deux combats à mener, en tout cas sur la question du climat, qui est celui que je porte le plus. Il y a un combat qui vise à réduire au maximum l'augmentation des gaz à effet de serre envoyés dans l'atmosphère et donc des dégâts du changement climatique. C'est une bataille qui, pour moi, on est en train de perdre, mais chaque dixième de degré compte, donc je continuerai à me battre là-dessus jusqu'au bout. Et il y a une deuxième bataille qui est, puisque de toute façon, on a enclenché un mécanisme planétaire qui, même si on arrêtait là dès demain tout, va avoir, et a déjà dans les pays du Sud notamment, des impacts drastiques et fait des morts, pour parler un peu crûment, mais juste réellement, il faut qu'on construise la résilience. Et donc pour moi, la question sur la deadline, c'est plus en termes d'équilibre, où est-ce que je mets le plus d'énergie entre construire de la résilience et lutter en essayant de faire en sorte qu'on n'augmente pas plus le changement climatique. Et donc dans les priorités que je me suis fixées pour cette année, c'est évidemment l'atterrissage de la Convention citoyenne pour le climat, puisque c'est un outil aujourd'hui en France qui me semble être l'outil majeur de rapport de force sur la question climatique sur le plan politique. Et donc je serai toujours aux côtés des 150 le temps qu'il faut sur le projet de loi notamment de relance, parce que je pense que c'est le plan de relance français et ambitieux sur la question écologique, ça peut entraîner l'Europe, où on voit que l'Allemagne est en train de changer son fusil d'épaule. Et bon, il y a des dynamiques qui se jouent à ce niveau-là. L'autre chose, c'est la résilience qui, pour moi, joue sur deux plans à titre perso. Il y a d'abord, avec des amis, on crée des lieux de résilience. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a 2 ans, on a acheté une ruine pour une bouchée de pain qu'on a complètement rénové nous-mêmes. On est 9 nanas, un mec, ça se passe très bien. On a fait les legs, on a fait... Et derrière, ça devient des lieux d'accueil, des lieux de vie. Pendant le Covid, par exemple, il y en a beaucoup qui ont vécu le Covid là-bas plutôt que de le vivre dans des chambres de bonne de 20-30 mètres carrés à Paris ou dans les zones urbaines. Et puis, ça devient une zone de vie aussi pour une personne et ses 2 enfants, une amie et ses 2 enfants. Et de construire d'autres lieux de résilience qui peuvent, à un moment où ça va vraiment devenir compliqué, pouvoir être des lieux d'accueil pour des personnes qui sont les plus en difficulté. Et je pense déjà avec la casse sociale qui arrive, où à nouveau, moi je ne suis pas du tout sereine sur ce qui va se passer à la rentrée. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on fait ensemble, où Samuel est plus que jusqu'au cou, voire même un de ceux qui a lancé ce qu'on appelle la rencontre des justices entre nous. C'est justement différents militants et entrepreneurs sociaux sur différents sujets, à la fois sur la question sociale, sur la question écologique, sur la question des discriminations, qui se retrouvent avec un grand rendez-vous du 15 au 17 octobre à Marseille, justement pour mieux se comprendre et donc pas se taper sur la tronche en disant ma lutte elle est plus importante que la tienne, plutôt travailler ensemble à des zones de convergence, à la fois sur 2022 pour faire pousser un certain nombre de valeurs et de propositions, mais plus largement sur les 10 ans qui viennent, en lien avec les EDD dont tu parlais. Donc vous avez compris, si vous voulez continuer au-delà de l'économie à faire péter tous les silos et les digues et que vous partagez cet impératif de l'urgence, rendez-vous à Marseille du 16 au 18 octobre pour la rencontre des justices. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été là. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais très heureux de découvrir ce secteur des entreprises culturelles qui n'est pas forcément très accessible et sur lequel on a besoin de lisibilité. Et je dois le dire, quand même très ému de rencontrer un citoyen de la CCC, puisque les 150, on en parle depuis des mois, ils nous représentent, ce sont un peu nos héros et héroïnes. Alors merci d'être là, on vous applaudit bien fort, on vous souhaite une très belle continuation.